bravo. Voilà, donc on va passer à Claude Escarguel. Donc Claude Escarguel est un ami, il a un petit défaut, c'est qu'il est bavard. Le deuxième défaut, c'est qu'il connaît beaucoup de choses. Donc la première consigne que je vais lui donner, c'est Claude, tais-toi. Comme on fait les médecins de terrain, je vais désobéir aux autorités sanitaires. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier, je vais m'exprimer en tant que porte-parole du collectif de médecins traitants azithrose d'hospitalisation et aussi en tant que coprésident d'une association de malades Covid long qu'il ne faut pas oublier dans cette infection. Je tiens à remercier d'abord Laurent Mukili, les organisateurs. Ensuite, c'est surtout pour son livre La Doxa du Covid. Ensuite, l'IHU et Didier Raoult, qui a été notre boussole pendant cette épidémie, même si on a des désaccords. Et vous verrez qu'on en a, notamment sur les molécules efficaces. Je tiens aussi à remercier le professeur Maculot, Peter, qui était avec M. Montagnier, coprésident de notre collectif de médecins d'honneur, coprésident d'honneur de notre collectif de médecins, et qui nous a aidés à avancer aussi. Et M. Montagnier, je dédie ce travail à M. Montagnier, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis 1992 sur les co-infections bactériennes et virales. Voilà, je voulais aussi faire un petit état des lieux. Aujourd'hui, on est le 25 mars 2020. C'est la date, pardon, nous étions entre le 25 mars 2020 et aujourd'hui, 2 ans. 25 mars 2020, date d'un décret interdisant pour la première fois, ça a été dit dans l'histoire de la médecine, des médecins de prescrire une molécule décrite comme étant potentiellement efficace dans le SARS. Et 31 mars 2022, enfin un colloque sur le bilan et sur la comorbidité de ces infections. La controverse, et sur les controverses de cette épidémie. 2 années de pandémie et toujours une guerre de religion. Guerre de religion entre ceux, et les médecins de terrain et l'IHU, qui étaient les seuls à pouvoir traiter en ambulatoire précoce, mais qui se sont fait eux-mêmes traiter, mais à ce moment-là de charlatans, et même pire, puisque le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, dans une commission parlementaire, a traité ces médecins qui traitaient de marchands de soupe d'ortie, ou de bonbons Haribo, et ça je trouve que c'est vraiment lamentable. Et d'un autre côté, les médecins hospitaliers qui n'ont jamais traité un ambulatoire précoce, puisque le malade arrivait trop tard, et les autorités sanitaires qui, par leur nihilisme thérapeutique, c'est un terme utilisé par Peter McCullough, ou injonction à ne pas traiter, pourraient peut-être être accusés dans le futur de non-assistance à personne en danger. Donc, diapo suivante, voilà, la responsabilité potentielle des autorités sanitaires dans la crise Covid dès 2020 ne peut s'admettre et être scientifiquement prouvée, premièrement que par la compréhension des mécanismes physiopathologiques expliquant l'hétérogénéité des formes cliniques observées. C'est le complément d'enquête que nous vous proposons ici. Et deuxièmement, par l'indispensable nécessité d'un juge de paix indispensable, c'est ce que nous proposerons en conclusion aux autorités sanitaires. Alors, cette hétérogénéité est due à des causes multifactorielles. Il y a des gens qui sont symptomatiques, d'autres qui ne le sont pas. Et comme toute étiologie multifactorielle, elle est difficile à expliquer. Les formes graves et les mécanismes intervenants. Comme dans toute infection bactérienne ou virale, les formes graves dépendent de plusieurs facteurs et il y a un point de bascule entre le malade lui-même et la virulence de la bactérie. Hier, on a eu une très belle démonstration de Pierre Sonico sur la chorégraphie de la défense immunitaire. Aujourd'hui, je vais faire un peu le parallèle avec la chorégraphie des microbiotes et des germes que nous portons en nous. Donc, ces facteurs, c'est l'agent pathogène lui-même, sa virulence. En dehors des comorbidités, il y a une faible virulence. Ensuite, dû à l'inoculum de cet agent infecté. Ça, il ne faut pas oublier que l'inoculum est important, qui, en suivant l'état de nos défenses, peut conduire des signes cliniques ou un portage. Et d'où l'importance des mécanismes qui peuvent amplifier la réplication virale. Et on le verra peut-être, si on a le temps, dans les superstraders, qui sont ceux qui contaminent avec un petit nombre tout le monde. Il est dû aussi à l'organisme infecté. Alors c'est très bien présenté hier, hein, je n'y reviens pas, parce que ce sont des gens très compétents qui l'ont fait, Pierre Sonico. Mais par contre, je rajouterai une chose, c'est que les terrains génétiques ont été étudiés par Casanova, qui a lui-même démontré qu'il y avait 3% à peu près de causes par déficit en interféron. Et par contre, ce qu'il a démontré, c'est qu'à partir de 65 ans, on a des anticorps interleukines, qui font chuter
la défense immunitaire, c'est l'immunosénescence qui est classique. Par contre, il y a une autre cause où il y a une prédisposition génétique à certaines pathologies, et ce sont les prédispositions aux parodontites. Et vous allez voir que dans les parodontites ne sont pas tout à fait étrangères avec leurs germes un peu spécifiques dans l'amplification des réplications virales. Nous avons, voilà, excusez-moi. Voilà. Nous avons donc dans cette chorégraphie de bactéries qui verment dans notre microbiote, nous avons des milliers de germes. Alors je vous en cite deux, une coopération bactérie-bactérie toxique, c'est l'association fuso-spiriaire qui donne l'origine de Vincent. C'est deux germes qui se mettent ensemble, poum, ils donnent des complications. Dans les co-infections, les coopérations virus-bactéries, elles sont très connues, elles sont là. C'est lorsque vous avez une grippe, le virus prépare le terrain à la surinfection. Ça, ce sont les surinfections. Par contre, un domaine que l'on connaît beaucoup moins, ce sont les co-infections. Et les co-infections ont commencé à être étudiées par M. Montagnier, notamment dans le virus HIV, où à l'époque on avait travaillé ensemble, puisque nous on avait créé une société internationale Mycoplasma qui était leader mondial dans les tests de mycoplasme et d'intracellulaire. Et donc on connaissait un peu ce milieu, on organisait les IOM, c'est l'International Organization of Mycoplasmology, et là on avait beaucoup d'informations sur ces micro-organismes. Et M. Montagnier avait évoqué la présence d'un Mycoplasma penetrans comme amplificateur de la réplication du virus, ce en quoi après ça a été confirmé, vous allez voir, voilà, par une publication comme ça, réduction de la concentration du HIV1 dans le sperme des malades qui sont traités pour des urétrites. Donc on sait maintenant que les gens qui ont des urétrites ont des quantités de HIV beaucoup plus importantes, donc c'est des donneurs plus importants, d'où la coopération bactérie-virus dans ce domaine. Ensuite, on a eu Mme Kunzin aux États-Unis qui avait travaillé, elle, sur les dysplasies endocervicales dues au HPV, au papillomavirus, et elle avait démontré que lorsqu'il y avait des colonisations par des mycoplasmes ou des chlamydiés, il y avait une amplification du passage de la dysplasie vers l'oncogénicité, c'est-à-dire que le passage du stade dysplasie au stade de cancer était beaucoup plus rapide, dû aux particules, aux radicaux libres, notamment sécrétés, très irritatifs, très inflammatoires, sécrétés par ces micro-organismes. Ensuite, le hasard a fait qu'on a eu M. Lina, qui est donc, excusez-moi, je me fais un peu de nœuds. Voilà, M. Lina, qui est au conseil scientifique et qui a étudié donc à l'occasion 98, non même avant, à l'occasion voilà, à l'occasion d'un congrès de l'IOM, vous avez la publication en haut, la périodicité du mycoplasma pneumoniae. Et, comme il a été remarqué tout à l'heure, on s'aperçoit, et en haut, alors en noir c'est les mycoplasma pneumoniae, et les pics, c'est les pics d'infection virale. Et on s'aperçoit que les pics d'infection virale ne sont, déjà une première surprise, que dans les périodes où il y a du mycoplasma pneumoniae, de la semaine 41 à la semaine 13 de l'année d'après. Avec des variations, bien sûr, parce qu'il y a des années, tous les virus respiratoires ne sont pas coopérants avec ce germe. Ensuite, il y a une autre étude donc, de M. Lina aussi, et qui a montré, vous avez là en très gras la présence des mycoplasma pneumoniae, en tiré le virus syncytial respiratoire, ça c'est la même année, en pointillé les virus influenza. Et on remarque, et en bas, vous avez à gauche les prélèvements où il y avait les deux réunis, c'est-à-dire virus syncytial respiratoire et mycoplasma pneumoniae, et à droite, les prélèvements où il y avait mycoplasma pneumoniae et influenza. Et comme par hasard, on a l'impression, je veux dire, sur ces courbes, que le mycoplasma pneumoniae n'est pas totalement indépendant à cette amplification virale. Et nous avons demandé, moi j'ai demandé à Didier, à Michel Drancourt, tout ça, de reproduire ce que nous avons, nous, fait dès qu'on a vu ça. Voilà. Dès qu'on a vu avec M. Montagnier et avec M. Lina, tout ça, qu'il y avait une amplification parfois de virus avec des microbactéries,
On a travaillé avec Gérard Papiroc, qui était de l'Institut Pasteur de Lille, et avec Gérard Potra, qui était l'adjoint de Sherman. On a travaillé, on a déposé un brevet, on a pris des virus herpès et virus syncytial respiratoire, on les a mis en culture. Et dans le même temps, on a mis de façon concomitante, et non pas avant, parce que les mycoplasmes détruisent les cultures cellulaires, on a mis le mycoplasma et chlamydier avec les virus, les deux virus. Et on a obtenu une amplification virale à peu près de 100 qui était assez importante. Donc ça, c'était une démonstration in vitro, et on l'a appelée par analogie à la PCR, on l'a appelée la mycoplasma cell reaction, c'est-à-dire comme si les mycoplasmes amplifiaient la réplication virale. Ensuite, on a voulu vérifier in vivo. On s'est dit, quand même, c'est bien beau de démontrer les choses in vitro, mais il faut aller voir in vivo. On est allé en Afrique, c'était il y a quelques années. Hein. On est allé en Afrique, à Bangui, on a pris des femmes, on a sélectionné des femmes séropositives, puisqu'on savait que quand les femmes accouchaient, 90% des contaminations du bébé se faisaient au passage par la charge virale et non pas in utero par la voie sanguine. Et on savait aussi que lorsqu'il y avait deux jumeaux, le premier était souvent infecté et le deuxième ne l'était pas. Donc, c'est que le premier prenait une charge virale importante au passage. Donc, on a voulu faire la corrélation entre la charge virale endocervicale de ces femmes, celles qui avaient des mycoplasmes chlamydiés ou même des gonocoques, et celles qui avaient la charge virale en HIV. Donc, nous, on a fait l'étude parce qu'on avait, c'était dans nos possibilités de faire ça, et les charges virales en antigène P24 étaient faites par M. Montagnier à Paris, et on a fait une corrélation. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a aujourd'hui, dans cette étude, vous avez Denis Malvy, qui est aussi aujourd'hui au conseil scientifique. Mais enfin, ils ont dû oublier ces travaux de corrélation. Et on avait même montré, c'était une publication du Lancet qu'on avait fait, c'est dessous, c'est l'activité de l'AZT qui était active sur les mycoplasmes aussi, comme si ça pouvait être partiellement, je dis bien très partiellement, une des explications. Ensuite, aujourd'hui, on a aujourd'hui, on a des études d'Italiens, c'est le laboratoire de recherche Craniomed avec Carlo Brogna, qui ont fait des expériences, si j'ai le temps, je vous les expliquerai tout à l'heure, qui ont montré qu'il y avait un phénomène de bactériophage-like. Ils ont vérifié en microscopie électronique qu'à l'intérieur de certaines bactéries, et notamment dans le microbiote intestinal, il y avait les virus, coronavirus, le SARS-CoV-2, se localisaient, qu'en plus de ça, ça libérait chez ces malades-là des toxines. Vous avez toutes les deux publications qui sont présentées là. Et donc, c'est une voie pas inintéressante, puisqu'on sait aussi que le mycoplasma pneumoniae, quand il co-infecte, il donne aussi des toxines. Notamment, vous avez la protéine P1, qui est un super antigène, comme beaucoup d'autres germes. Comme les germes aussi de parodontite, et qu'on verra plus tard. Alors maintenant, quelles sont les observations qui nous ont permis de faire un cheminement où on engageait le rôle des antibiotiques? Pourquoi c'est surprenant? C'est viral, il ne faut pas donner d'antibiotiques. Mais pourquoi dans certains cas, il y a des choses surprenantes? Les dermatologues ont déclaré que les personnes qui étaient sous traitement anti-acné, donc des tétracyclines, faisaient moins de formes graves. Les pneumologues, c'est M. Burgel qui avait publié que les mycoviscidoses qui étaient sous azithromycine, c'est-à-dire que les mycoviscidoses, on a d'azithromycine, non pas pour le piocyanique, parce qu'il s'en fout, mais surtout pour son action antibiofilm. Et donc, et par contre, il l'a dit furtivement, parce qu'il s'est vite retiré, comme s'il avait reçu des injonctions de dire attention, c'est une connerie, et tout ça. Ensuite, les pneumologues qui ont, eux, démontré que dans certains cas de bronchopneumopathie chronique obstructive, les BPCO, les gens qui étaient sous macrolide faisaient moins de formes graves. Et les orthodontistes. Alors ça, il faut sortir un peu, de temps en temps, quand on est dans le milieu médical, il faut aller un peu voir les orthodontistes, il faut aller un peu voir les vétérinaires, parce qu'on a des choses importantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'OMS parle de One Health, dans une seule santé, que ce soit avec les animaux ou avec les hommes. Et les orthodontistes ont signalé que toutes les personnes qui avaient des parodontites avaient des formes graves du virus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maladies orthodontistes, les parodontites ou les périimplantites, c'est-à-dire lorsqu'on vous fait un implant,
vous avez des bactéries qui se développent et qui sont très agressives et qui sont totalement différentes des bactéries qu'on a habituellement dans la bouche. Dans la bouche, il y a une œsobiose, c'est-à-dire une biose il y a un équilibre. Et quand il y a des parodontites, on a des germes très agressifs avec des LPS et qui peuvent libérer des toxines aussi très importantes. C'est le Porphyronoma gingivalis, c'est les Treponema, c'est les Veillonella, c'est Prevotella. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, il y a des gens qui ont cru voir les Prevotella comme responsables des germes de co-infection. Et en réalité, ce n'est qu'un des germes parmi tous les autres qui peuvent être dans la co-infection. Et c'est autre chose qu'on a remarqué, c'est que toutes les comorbidités de la Covid, personnes âgées, diabète, hypertension, obésité et les HIV ou les maladies de Crohn vous donnent ont des parodontites. Et les manifestations les plus graves qui sont les obèses, où là on a un cumul de plusieurs choses, puisque l'obésité et les parodontites sont liées. Cette relation est exacerbée par certaines affections liées à l'obésité, à savoir le diabète, les maladies cardiovasculaires liées à la dyslipidémie. Et donc, si vous voulez, chez les obèses, on a plusieurs comorbidités associées de par les complications de l'obésité, en plus du syndrome inflammatoire chronique chez ces personnes-là. Alors, vous avez donc ici un peu ce que peuvent donner les parodontites avec ces germes-là qui sont, et on a 10 fois plus de morts. Là, il y a une erreur. Ils ont marqué intubation, ils ont répliqué ça. C'est décès. Hein. Il y a 9 fois plus de décès chez les malades, beaucoup plus d'hospitalisation et beaucoup plus d'admissions en réa. Et donc les parodontites peuvent donner aussi, ces germes peuvent donner aussi, c'était un parallèle avec le syndrome de Lemierre, qui est un anaérobie dans les voies pulmonaires, parce que vous savez que dans les poumons, ces germes peuvent se retrouver aussi bien dans le tube digestif que dans les poumons. Ces anaérobies, notamment la Prevotella et beaucoup d'autres, donnent des syndromes quand ils sont associés avec certains virus, puisqu'on a beaucoup de virus aussi dans les parodontites, 2 virus qui sont importants, l'Epstein-Barr virus et le CMV, le cytomégalovirus. Et donc, on sait qu'il y a des interrelations entre bactéries et virus pouvant donner des syndromes graves. Ces anaérobies, je tiens à vous le dire, ne sont jamais recherchées en pratique courante. Jamais, 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 vous aurez un prélèvement, on vous recherche les Porphyronoma, l'Actinomyces mycetans, l'Aikenella corrodens, tout ça. Alors, je vais essayer de... Il y a aussi les allergologues, excusez-moi, dans les observations. Les allergologues ont constaté que les gens qui étaient les asthmatiques sous bécotine ou budesonide faisaient beaucoup moins de formes graves. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les traitements ambulatoires précoces aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, en complément du traitement classique qu'on donne, de mettre des anti-inflammatoires locaux, puisque les anti-inflammatoires, par la voie générale, ont été non recommandés. Et ensuite, il y a une étude chinoise, alors ça c'est une très belle preuve, on en parlera peut-être un peu plus loin, à l'entrée de l'hôpital, les Chinois, ils ont pris, vous avez la publication qui est dessous, ils ont pris 905 malades, et ils ont regardé qui était co-infecté, qui n'était pas. Et bien sur les non co-infectés, il y avait 20 fois moins de morts que chez les co-infectés. Et on retrouve ce ratio de 1 à 20 qui a été le ratio des médecins généralistes qui ont traité, le ratio de l'IHU qui a traité. Et donc, il y a cette corrélation entre de 1 à 20 entre les gens qui sont co-infectés et les gens qui ne sont pas. Et pourquoi on peut traiter des gens co-infectés. Et donc, voilà, je passe à la diapo suivante. Ben, la diapo suivante, ce sont d'autres aussi, tous les gens qui ont publié dans les publications internationales. Vous avez Nicholson, qui est un Américain, qui a beaucoup travaillé sur les germes endocellulaires pulmonaires, qui a montré qu'il y avait énormément de complications graves et qui évoluaient vers la mort quand on avait des co-infections pulmonaires en mycoplasme, chlamydier ou à d'autres germes intrapulmonaires, les légionelles, tout ça. Et par contre, une publication chinoise, qui est la deuxième dessous, qui est intéressante, ils ont montré, eux, que quand les gens avaient des anticorps anti-mycoplasme pneumoniae, ils étaient protégés des formes graves. Surprise, c'était intéressant. Alors, est-ce que c'est une voie qui permettrait de comprendre, en plus de la mémoire immunitaire, des coronavirus, des 4 coronavirus qui circulent, est-ce que ça serait une hypothèse qui permettrait de comprendre pourquoi les enfants ont fait moins de formes graves? Vous savez que les enfants,
c'est le mycoplasma pneumoniae, c'est ce qui donne les plus grands nombres de pneumopathies chez les enfants. Et dans les écoles, c'est proportionnel, ce sont des germes d'infection communautaires, donc dans les communautés fermées, et ceux qui sont en classe, ça circule énormément, et sont peuvent avoir beaucoup plus d'anti-anticorps, ça a été démontré ça. Ensuite, il y a donc une autre chose, ce sont les antipaludéens. Et bien, on s'est aperçu que tous les antipaludéens avaient un rôle, disons, qui diminuait la pénétration des virus. C'est totalement indépendant. Et en diminuant la pénétration des virus, ils ont un effet, effectivement, partiellement protecteur contre les formes graves, mais très partiellement. C'est pour ça qu'autant ils sont bons en prophylaxie, autant lorsqu'on les traite seuls en thérapeutique, on a des effets beaucoup moins importants. Et c'est pour ça que la tétracycline, l'hydroxychloroquine, comme a dit Didier, dans le test e-Covid qui a été fait par la France, qui se sont arrêtés dès qu'il y a eu le Lancet Gate, a montré qu'il y avait à peu près 30 à 50% d'efficacité de l'hydroxychloroquine. Mais dans les préconisations du traitement ambulatoire précoce, vous verrez que c'est associé, c'est toujours associé, c'est jamais isolé. Ensuite, qui nous a fait aller vers cette direction, c'est la courbe de Gautret à l'IHU. Et là, on doit reconnaître que c'est ça qui a été fondamental. Vous voyez que lorsque le malade, la charge virale en haut, quand les malades ne sont pas traités, la charge virale quand ils sont traités qu'à l'hydroxychloroquine, et dès qu'on met l'azithromycine, il y a une chute verticale de la charge virale, ce qui plaide en faveur du traitement ambulatoire précoce pour ne pas contaminer les autres aussi. Donc, à partir de là, on s'est dit, ça c'est un élément important. Alors, ils ont critiqué Didier Raoult parce qu'il n'avait pas fait de placebo. Mais moi, je vais vous lire quelque chose quand même concernant les placebos. C'est Mme Paul Kenny, qui donc directrice du centre de vaccination, comité scientifique, présidente du comité scientifique sur les vaccins, Covid, qui dit, à propos des vaccins, mais c'est vrai à propos d'un médicament, on ne peut pas faire courir à un volontaire qui aurait reçu le placebo le risque de faire une forme grave, alors qu'il existe des molécules, que ce soit vaccin ou que ce soit hydroxychloroquine ou autre azithromycine, des traitements. Car le vaccin, pour le protéger, aucun comité d'éthique ne peut accepter ça. Donc quand on voit qu'on refuse les placebos chez les malades pour faire des études de vaccins, pour voir si le vaccin marche ou ne marche pas, et qu'on insulte carrément Didier Raoult parce qu'il n'a pas fait de placebo, je trouve que, personnellement, c'est honteux. Il devrait avoir honte de choses comme ça. Donc l'IHU, pour nous, il y aura tout à l'heure les travaux de Mathieu Millon qui va montrer qu'on est à peu près dans les mêmes normes de traitement de 1 à 20 de malades sauvés. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tous des médecins dans la France entière, comme Mme Imbert, comme M. Giral, comme M. Zeller. Alors les premiers, ça a été M. Erbstein, dans les pays dans l'Est, Erbstein, Gastaldi, Mme Sabine Pagliar-Franco, qui ont commencé à dire, mais nous, on ne comprend pas. On a interdit l'hydroxychloroquine, donc on ne l'utilise pas. On traite azithromycine zinc, c'est tout. Il y en a 20 fois moins de morts, on n'a pratiquement pas de morts. Alors qu'est-ce qui se passe? Et donc on a eu l'initiative de collecter les données de tout. On a pris une interne qui a fait une étude là-dessus et qui a téléphoné à tous les médecins, etc. On est arrivé à 5000 patients traités, azithromycine zinc uniquement, hein, et on est arrivé à une létalité, qui est le nombre de morts par nombre de malades infectés, à 0,1. Alors que la létalité nationale sous Doliprane était à 2,3. Donc, je m'excuse, mais si ça c'est... Et autre chose aussi, les Covid longs ont été aussi diminués par le même taux. Ça, c'est très important, parce qu'on n'est pas passé de la phase virale, on n'est pas passé à la phase inflammatoire, parce qu'on a décapité Pour nous, je dis bien, c'est notre hypothèse. On a décapité, ce n'est pas du tout une certitude, j'espère que ça sera prouvé dans le futur, on a décapité les co-infectants du virus. Et donc, dans le monde entier, tous les gens qui ont traité avec un antibiotique, associé ou pas à du zinc, ou associé ou pas à l'hydroxychloroquine ou à l'ivermectine,
tous les gens qui ont traité aux antibiotiques ont eu les mêmes résultats. Vous allez avoir aujourd'hui dans les présentations de Peter McCullough. Et alors aux Indes, ils ont même fait le summum. Ça a été un kit spécial, le Ziverdo, où vous avez dessus la tétracycline et non pas l'hydroxychloroquine. Parce qu'il faut savoir que les deux familles qui sont efficaces sur les germes pulmonaires d'infection pulmonaire, qu'on donne en général dans les pneumopathies atypiques, c'est d'ailleurs pour ça que les médecins généralistes ont traité azithromycine zinc. Parce que dans les pneumopathies atypiques, d'habitude, ils avaient l'habitude de donner de l'azithromycine. Et dans les parodontites, pareil, les deux traitements qui sont conseillés, c'est macrolide, donc azithromycine ou clarithromycine, et les cyclines. Donc, les vétérinaires, alors c'est là où je dis de temps en temps il faut sortir un peu de son milieu, ben les vétérinaires, eux, ont beaucoup publié sur les coopérations bactéries-virus, et notamment les mycoplasmes, parce que vous savez que les mycoplasmes, ça décime les cheptels animaux de culture, et pour les vétérinaires, c'est un gros souci, et donc ils ont souvent fait des relations avec les co-infections. Dès qu'il y avait un virus et une mycoplasme associée, ben, il y avait une amplification de la pathologie. Alors, on a fait un peu d'histoire aussi, et on est allé voir, en 1889, je ne sais pas qui vous en a parlé hier, il y a eu ce qu'on appelle la grippe ferroviaire. Et en réalité, ce n'est pas une grippe. On sait aujourd'hui que c'était un coronavirus, l'OC43. Et comme les trains, ça s'est déplacé tout le long de l'Europe, en fonction tout le long des trains. Et dans ces trains, ils transportaient des bovins et des hommes. Et les bovins, à cette époque-là, étaient atteints d'une zoonose, le Mycoplasma mycoides, donc qui n'est pas inintéressant, c'est une anecdote. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de cette publication chinoise pour montrer que les co-infectants ne sont pas anodins. Eh bien, vous avez le nombre vous avez la publication en bas, et vous avez donc 2% chez les infectés, 45% de morts, de décès chez les non co-infectés. Le contraire, pardon. 2% chez les non co-infectés, sur 819 malades, et 45% chez les co-infectés. Alors là, comme c'était à l'entrée de l'hôpital, je dois avouer qu'il ne doit pas y avoir que des co-infections. Il y a peut-être des surinfections, bien que les surinfections arrivent en général bien plus tard qu'au moment où les gens rentrent à l'hôpital. C'est ce qu'il faut souvent différencier, c'est la surinfection. C'est pour ça qu'au début, d'habitude, les gens mettaient l'azithromycine avec l'hydroxychloroquine. De la co-infection, qui est le contact dès le départ, l'association dès le départ. Et on s'est aperçu que chez ces malades, il y avait des protéines C-réactives très élevées, et surtout la procalcitonine, qui était aussi très élevée. Et puis, comme autre certitude, eh ben, c'est chaque fois qu'on utilisait un antibiotique, un précoce, dès les premiers jours, que ce soit les macrolides, que ce soit les cyclines, que ce soit le clofoctol, vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler du clofoctol qui a été étudié par l'Institut Pasteur de Lille, ou que ce soit de l'ivermectine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ivermectine, quand vous prenez sa formule, c'est une lactone macrocyclique, et que les macrolides sont des lactones macrocycliques. Donc, et vous avez là une publication qui montre que l'ivermectine est aussi efficace sur les germes intracellulaires comme chlamydia et mycoplasme. Donc, si vous voulez, chaque fois qu'il y a un traitement ou le zinc, associé au zinc, qui gêne disons, ce booster, j'appelle ça un booster, qui amplifie les réplications des virus, on a des résultats. Ensuite, quels sont ces principaux germes qui peuvent donc être impliqués? Eh bien, les mycoplasmes, c'est notre expérience qu'on connaissait bien puisqu'on avait déposé ces brevets. Ça a été bien écrit par toutes les publications. Chaque fois qu'il y a des mycoplasmes, il y avait des formes graves. Ensuite, vous avez donc les germes de parodontite. Et là, alors, il y a des tas de publications là-dessus qui sont... Vous prenez sur Internet parodontite et forme grave du Covid. Seulement, on est cloisonné aussi. Dans nos études, nous, on est cloisonné entre les virologues, les bactériologistes, les immunologistes, et on est cloisonné avec les dentistes, on est cloisonné avec les vétérinaires. Et là, il faut sortir des fois un peu de son domaine. C'était été dit hier dans les publications. Alors les mécanismes d'action, je ne vais pas vous les résumer, mais l'azithromycine, elle agit par 3 actifs. L'action antibiotique directe, elle inhibe la synthèse des protéines. Alors est-ce qu'elle inhiberait la RNA polymérase qui cohabiterait entre le virus et la bactérie? Je ne sais pas. Elle a une action anti-inflammatoire directe qui est bien connue, elle diminue les cytokines. Elle a une action inflammatoire indirecte aussi.
Parce que dans la mesure où elle s'oppose aux bactéries qui sont toxiques, elle empêche les LPS, les lipopolysaccharides des bactéries ou les toxines des bactéries d'agir. Ensuite, elle a une action antibiofilm. Et ça, ce n'est pas inintéressant dans les parodontites, parce que c'est dans les biofilms que les anaérobies arrivent à se cacher, alors que d'habitude, ils ne sont pas présents, et arrivent à donner leur agressivité qui fait qu'on arrive à déchausser des dents. C'est quand même, je veux dire, au point de vue agressivité et inflammation, on ne trouve pas pire que ça dans notre organisme. Ensuite, ben, l'ivermectine, je vous l'ai dit, voilà, l'ivermectine, je vous l'ai dit, elle a été étudiée avec de bonnes efficacités. Il y a même, comme il s'appelle, Jean-Marc Sabatier qui a décrit son importance dans le système rénine-angiotensine, où elle agit aussi. Et elle agit à plein de niveaux. Je vous ai montré le schéma. Et alors, le clofoctol. Le clofoctol, voilà, l'Institut Pasteur de Lille qui a travaillé sur une molécule qui est un antibiotique donné en suppositoire chez les enfants dans les pneumopathies. Le clofoctol, non, on ne l'étudie pas, il a demandé un CPP, tout ça, non, et, alors que c'était une chance, c'est un peu comme le vaccin français de chez Valvena. Je veux dire, là, ça, c'est pas intéressant, on va chercher ailleurs parce que peut-être il y a des meilleurs financements. Eux, ils demandaient des financements, alors que les autres, Pfizer, ils donnent les financements. Donc, à propos du clofoctol, qui était en repositionnement, comme Didier l'a fait, et je vais vous citer une phrase d'un philosophe sociologue qui n'est pas du tout un complotiste, qui s'appelle Edgar Morin. Edgar Morin, dans son livre La Voie pour l'avenir de l'humanité, page 188, qui a été édité en 2011, il dit « Il faut rendre obligatoire les études comparatives qui vérifieraient si les nouveaux médicaments, donc brevetés sur le marché, sont plus efficaces et mieux tolérés que ceux qui, tombés dans le domaine public, peuvent devenir des génériques. La réalisation d'études comparatives est actuellement laissée au libre choix des industriels, or elle devrait être effectuée par les pouvoirs publics. » Ça, c'est fondamental. Dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on s'aperçoit que ce sont les firmes pharmaceutiques avec les moyens de communication qu'elles ont, eh bien, qui sont 10 fois plus fortes que nous avec les moyens qu'on a pour organiser cette information. Donc ensuite, les mécanismes, ça c'est très important. Il ne reste plus que les mécanismes, je termine. Les mécanismes, ils sont très rapides. On a la mycoplasma cell reaction, c'est celle que je vous ai montrée dans le brevet qu'on a déposé, où on amplifiait la réplication virale par les mycoplasmes. Ensuite, on a la bacteriocell reaction. Alors là, c'est quand même plus important. Je ne suis pas long. Hein. C'est Carlo Brogna. Carlo Brogna, il a pris du microbiote fécal d'un malade infecté, qu'il a mis dans un milieu de culture bactérien. Pas cellule, il n'avait pas de virologie. Hein. Et il a observé que le virus se multipliait. Et deuxièmement, il a observé que quand il traitait aux antibiotiques, azithromycine ou aux anaérobies, métronidazole, ça s'arrêtait. Et ensuite, il a constaté que chez ces malades-là, il y avait des peptides toxiques, des toxines, et qu'il n'y avait pas chez les autres malades qui étaient sains. Et ils ont fait l'inverse. Ils ont pris un virus, SARS-CoV, ils ont mis avec un microbiote de malades non infectés. Ils ont observé exactement la même chose, qu'il y avait une amplification dans la réplication virale. Et en microscopie électronique, ils ont visualisé cette co-infection. Donc ça, c'est ce que j'appelle la bacteriocell reaction. Et ensuite, il reste l'immunocell reaction, c'est-à-dire que ce sont des... Alors ça, c'est une hypothèse qu'on a émise. On l'a soumise à M. Jules Hoffman, vous savez, qui est prix Nobel de médecine pour avoir découvert les récepteurs TLR. On pense que lorsqu'il y a plusieurs co-infectants, bactéries et virus, qui libèrent la toxine ou le LPS sur ces récepteurs, eh bien, il peut y avoir une polystimulation de ces récepteurs et une réaction inflammatoire très importante. Et donc, c'est la théorie de la polystimulation des TLR. On n'a pas eu la réponse encore de M. Hoffman. Je l'attendais, j'aurais aimé l'avoir avant le congrès pour vous dire ou c'est une bêtise qu'on pense ou c'est pas une bêtise, mais bon. Et ensuite, on a donc le dernier phénomène, c'est Petruc. Petruc qui a montré, lui, que lorsqu'on mettait in vitro et in vivo un LPS d'une bactérie, alors vous savez que dans les parodontites ou même dans les germes, dans certains germes, il y a beaucoup de LPS, et la protéine spike seule, on avait une amplification de la réponse inflammatoire. C'est pour ça que nous avons appelé ça toujours immunocell reaction, c'est-à-dire c'est le système immunitaire qui amplifie la réponse inflammatoire qui se fait. Donc là, j'ai terminé. Presque. Attendez. Il peut y avoir des co-infections virus-virus.
Alors je vais vous donner une observation. En 2020, les enfants n'étaient pas du tout touchés. Il y avait très peu d'hospitalisation chez les enfants, mais il n'y avait pas de circulation d'influenza et de virus syncytial respiratoire. Et à partir de l'automne 2021, les enfants ont commencé à être hospitalisés. Et ça a été très bien décrit dans une thèse de l'IHU, c'est qu'il peut y avoir aussi deux virus qui co-infectent et qui peuvent donner une aggravation, peut-être par le mécanisme des TLR, comme je vous ai expliqué. Et donc, c'est la dernière diapo, c'est pour le fun. Voilà, c'est pour le fun, c'est celle-là. Voilà, vous avez là. Alors, ceux qui ont été frustrés parce qu'ils ne m'ont pas entendu jusqu'à la fin, je vous ai mis des petits livres là pour le faire. Voilà, je vous remercie. Tu as une bonne fluence verbale qui laisse penser que tu ne seras pas atteint de trouble cognitif précocement. J'espère pas avoir de Covid. La question, rapide, si vous voulez, rapide les questions. Concernant le placebo, on a oublié les antécédents concernant le VIH. On oublie que dans les années 90, eh bien, les associations de malades se sont battues pour qu'il n'y ait pas d'essai contre le placebo. Ils ont obtenu gain de cause, ce qui a accéléré notamment les résultats thérapeutiques. Et 30 ans après, on l'a complètement oublié. Si vous ne faites pas du placebo, on vous dit de partout que vous n'êtes pas scientifique. Concernant les parodontites, eh bien, en odontologie, il n'y a aucun traitement systémique, il n'y a aucun traitement antiviral et antibactérien. On vous dit de vous brosser les dents. C'est scandaleux. Merci beaucoup Claude. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important pour le grand public, c'est cette idée qu'il peut y avoir des associations de malfaiteurs dans les infections. On donne un nom unique à une infection en disant elle s'appelle pneumonie grippale, elle s'appelle SARS-CoV-2, mais c'est toujours finalement des virus ensemble, des virus et des bactéries, des virus et des champignons parfois, et que finalement tout ce qu'on met sous le prisme des facteurs de risque correspond à un microbiote derrière, à tout ce petit zoo qui vit sur nous, des micro-organismes. Deuxième point important que tu as rappelé, c'est que finalement les molécules elles-mêmes ont une désignation qui est donnée par les autorités de santé pour être un antibiotique ou un antiviral ou un anti-quelque chose, mais sont censées être utilisées pour d'autres indications que celles qui ont été pensées au départ et justement par l'expérience. La troisième chose que tu as souligné, c'est que l'azithromycine est le traitement de référence de base des pneumonies interstitielles pour les généralistes. Et donc quand je ne sais pas, je suis face à une pneumonie que je ne connais pas et qui est atypique, on va mettre de l'azithromycine. Et puis la dernière chose que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, il était presque interdit de prescrire ces choses-là, alors qu'on connaît parfaitement les effets secondaires, que le calcul médico-économique est parfaitement favorable. Et dans le même temps, se sont vus ouvrir dans les hôpitaux des hôpitaux de jour pour tester le banvalivimab ou d'autres molécules d'anticorps monoclonaux à 1 500 € la dose par injection par voie intraveineuse en phase précoce. Donc là, on est face à quelque chose où il n'y a pas de bon sens. Et la phrase d'Edgar Morin que tu as citée est, à mon avis, ce qui doit nous guider dans le futur. Sur le Paxlovid. Nous, on ne demande qu'une chose,
c'est que les pouvoirs publics, fassent un essai comparatif avec des médecins généralistes entre le Paxlovid, le traitement ambulatoire précoce et le paracétamol, puisque c'était leur prescription paracétamol. Et à la suite de ça, au bout de 3 mois, on teste le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés et surtout le nombre de Covid long. Donc, et ça, il faut qu'on ait cette... Oui. Il faut qu'on ait cette idée que ce que Didier appelle un juge de paix, le juge de paix, ça serait cette étude comparative, Paxlovid, chez tous les malades aujourd'hui, vaccinés ou non vaccinés. Parce qu'aujourd'hui, les vaccinés font peut-être encore plus d'infections que les non-vaccinés. Donc, puisqu'on a vu hier qu'ils étaient un peu immunodéprimés. Alors, Martine Bonner a eu la désobligeance de dire que c'était un sida. C'est un syndrome immunodéficience acquise, mais il ne faut pas dire sida. Parce que les gens, ils confondent sida et HIV. Donc, voilà. Ah non, c'est très compliqué. Il n'y a pas de traitement pour le moment. Il n'y en a pas. Moi, j'avais une question aussi.